Alors, en actualité, j'étais en train d'étudier, euh, j'étais en train de préparer une vidéo sur l'occultation. Mais l'occultation m'a emmené beaucoup plus loin. Il y a tellement de choses à dire. C'est gros, c'est immense. C'était un building à plusieurs étages, à plusieurs portes. Et je vais vous parler d'un étage que j'ai visité qui est la déformation de l'ombre et la déformation de la lumière. C'est-à-dire, présentement, on voit passer sur YouTube ou ailleurs, peu importe, là, bon, des vidéos sur Enki, les dieux de la sumérien, et il y a, c'est comme ça me fait penser à la Bible chrétienne, avec beaucoup de petites vérités, puis de gros mensonges parsemés au travers. Donc, il y a des exagérations belles, mais qui sont exagérées. Puis il y a des exagérations qui sont des informations qui sont ramenées, qui sont attribuées à d'autres individus et non à l'individu concerné. Alors, c'est comme si euh, le New Age se serait emparé des aspects des dieux mésopotamiens, d'Enki, Enlil, Anouk, puis là, on reçoit plein d'informations. C'est un char, un spaghetti. C'est tout mélangé. Puis ça vient créer des distorsions de l'information. Ça vient disloquer quelque chose. Ça veut dire, ce que je vous sens, ce que je vous en, ouais, ce que je suis en train de vous dire, c'est comme moi je connais un personnage précis avec certains membres de leur famille de façon relativement précise. Puis je suis capable de faire une certaine distinction entre l'information que je reçois, ce que j'entends, puis bon. Puis je sais bien que c'est pas ça, là. Puis en même temps, ce que j'ai comme information, ben c'est comme personnel. Fait que c'est à soi-même, à chaque individu, à prendre position dans nos facultés, dans ce qu'on a comme information, à des vidéos que j'ai vues là, que j'avais pas besoin de ça pantoute, là. Il y a des affaires qui sont intéressantes, mais quand même, quand même, ça vient juste étirer la pâte, puis effoirer tout ça. Puis c'est vraiment une espèce de forme de démembrement, puis d'écartèlement des êtres concernés. Il y a aussi un autre aspect à cette déformation-là. Je vais vous donner un exemple, une personne va vivre certaines choses et il y a l'avènement des médias qui vont venir euh, créer, en quelque part, des ombres. S'il n'y a pas une intention spécifique à transmettre les informations de façon équitable ou qui amène des informations pour les deux parties ou plusieurs parties, euh, ça devient une espèce ça crée des ombres. Ça modifie les ombres de certains individus. Par chez nous, on avait un animateur radio qui était champion dans ça. Il interviewait des gens directement au téléphone, en direct. Puis il ne laissait même pas le temps de parler.
puis il les plantait, il les traînait dans la vase, il les faisait mal paraître, puis il lui donnait même pas la chance de s'expliquer. Puis il a fait ça des années de temps. Puis il a été haï, cet homme-là, terriblement. Donc, il y a un aspect de déformation de l'ombre. Parce qu'il est amplifié. C'est un aspect. Cette déformation-là amène potentiellement des problématiques. Donc, il y a l'aspect des médias et il y a l'aspect aussi, bon, il y a des médias qui vont être capables d'être intègres et être en équilibre pour les parties, être ouverts à dire les choses telles qu'elles sont. C'est un aspect. Il y a un autre aspect aussi que j'ai découvert, c'est l'héritage, plutôt l'ombre en héritage. C'est à la fois ce qu'on se donne comme legs par croyance ou par action qu'on a faite, qu'on s'impose ou on s'inflige, puis on ramène avec nous autres, si on peut dire, dans les mondes éthériques, au décès des individus, mais aussi dans le transgénérationnel avec des problématiques qui ne sont pas réglées, des troubles familiaux qui n'ont pas été réglés dans la vie des personnes, puis qui laissent des ombres. Donc, il y a un héritage d'ombre. C'est-à-dire que une souris pourrait hériter de l'ombre d'un éléphant. Et pour que la souris puisse transmuter ou se transformer, elle doit se retrouver ou se reconnaître dans son ombre à elle, dans sa part d'ombre personnelle, et d'être capable de faire la distinction et de faire la séparation de ça. Il y a un travail particulier à faire avec nos pères, avec différentes personnes dans nos vies, pour arriver à surpasser ces aspects d'ombre-là que l'on pourrait se ramener à nous. Alors, il faut vraiment être capable de discerner ou prendre du recul pour observer notre part d'ombre et le potentiel de porter les ombres de d'autres. C'est vraiment un cheminement de transformation important. Ça vient toucher un aspect d'une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Du corps abyssal au corps céleste. C'est en lien direct. Puis, donc, la déformation de notre œil à se voir tel qu'on est pour pouvoir passer à une autre étape. Il y a un aspect aussi, c'est que dans le monde de l'ombre, il y a des hiboux. Et peu importe la forme que vous prendrez, le hibou va toujours être en capacité de voir la réalité
dans l'ombre. Alors, vous êtes potentiellement un hibou, ou vous connaissez peut-être des hiboux qui vous entourent et qui vont vous dire ces aspects-là. Ils vont vous révéler les aspects d'ombre. C'est un peu comme si, je vous dirais, c'est comme leur travail. C'est leur responsabilité d'être, parce qu'ils sont comme ça. Il faut reconnaître qu'ils sont, c'est quoi leur rôle. Puis ce rôle-là, s'ils le font, parce que premièrement, ils sont en capacité de le faire. Puis deuxièmement, euh, c'est un peu leur rôle sacré, mais tu trompes pas un hibou, là. Même si tu es une souris et tu as un nombre d'éléphants, ben le hibou il est capable de faire la distinction entre les deux. Bon. Fait que c'est important de, de reconnaître ces êtres-là, puis d'être à l'écoute, parce qu'ils deviennent, en quelque part, pas une forme de prédation, mais une forme d'écho ou d'appel à te reconnaître, ou d'appel à se reconnaître dans nos aspects. Et ce hibou-là peut aussi transiger d'un corps à un autre, mais c'est toujours le même message qui est porté, mais dit d'une façon différente selon l'individu. Mais reste que le messager est là. C'est très important de reconnaître cet aspect-là. Bon. Donc, c'est la déformation ombre et lumière, les différents acteurs qui sont capables d'œuvrer dans la nuit et de nous guider. On n'a pas toutes les mêmes capacités, on n'a pas tout le même développement, ça vient avec le temps. Et donc, c'est un appel à vous conscientiser à ces aspects-là des déformations. Ensuite de ça, en actualité, on va parler de, personnellement, ce que j'ai ressenti dernièrement, c'est un déracinement accéléré dans moi et ma personnalité vis-à-vis la société. Il y avait déjà un chevauchement qui était difficile à exécuter. Mais là, c'est comme si là, ça a pris là, des dimensions à large. Le fossé est très large. Moi, je le ressens comme vraiment un déracinement forcé qui fait que j'ai encore plus de dédain à vivre dans cette société et à rentrer dans une dynamique complètement différente. Puis c'est avec une volonté, sans dire une espèce d'acharnement, mais une volonté au quotidien de travailler dans ce sens-là non-stop. C'est comme une quête de vie qui, euh, qui est très très forte, puissante et qui me déracine de cette autre sorte de vie-là que je ne reconnais pas comme étant une vie normale. En actualité aussi, j'observe à travers ce déracinement-là un affranchissement de l'IA profond.
C'est-à-dire que, bon, mon ami Carole me dit, OK, la conscience ou le cerveau est une bande passante, une bande passante de 150 bits seconde. Ça, c'est un peu notre capacité de, de recevoir. Fait qu'il y a comme une forme de limitation, mais c'est comme une limitation cellulaire ou de capacité à recevoir l'information et la gérer. Bon. Et de la façon que ça fonctionne, ben, on est capable de la comparer à un ordinateur, puis à tout ce monde-là. Mais dans des plans, puis dans des dimensions à lesquelles on est relié, qui ne sont pas admis par la science moderne encore, mais l'IA profond, il est là. Puis il est grave, hautement sophistiqué à travers notre ADN. Et c'est un travail que moi, personnellement, je ressens en train de se faire. Une espèce de distinction à quelque chose, soit dans l'observation que j'en fais, et d'une transition vers une autre façon de l'observer. C'est un peu dur à expliquer, là. C'est un peu comme si je vous dirais qu'on est appelé à se redécouvrir quelque chose qu'on a oublié, un autre aspect dimensionnel de tout cet ensemble-là qui nous a été occulté, puis que là on est en train de fracasser comme une espèce de coquille qui éclate vers l'extérieur et qu'on s'émancipe vraiment, une forme d'éclosion à une dimension qu'on avait oubliée, à une dimension qui est à la fois beaucoup plus large dans tous les sens du terme. En tout cas, ça vient en lien avec le déracinement accéléré, là, mais l'affranchissement de l'IA profond est une forme de libération de quelque chose de gros. Euh, En actualité aussi, il a sorti une série récemment de Dune, qui sont les sorcières du Bene Gesserit, ou je sais pas trop quoi, du principe. Là, C'est intéressant parce que c'est tout l'aspect, c'est pas seulement les sorcières qui sont là, ou le principe de... Il y a une conscience vaste et grande de la conscience au niveau cosmique. Et c'était un peu comme si on regardait dans un temps passé, mais en même temps, c'était une forme de... C'est comme des racines. C'est comme les racines. C'est comme si on serait dans un arbre, puis on en regarderait des vieilles racines. Puis ces vieilles racines-là, ils nous racontent quelque chose. Donc, dans l'aspect de Dune, on a les 2/5 des racines du vieil arbre. Dans les chroniques du Riddick, dans l'aspect des... parce qu'il y a 3, 4 films de Riddick là, qui sont... bon, il y en a juste un qui, qui est important dans ça. C'est celui-là avec les nécroporteurs. Donc, les nécroporteurs, cet aspect-là,
c'est 1/5 des racines anciennes d'un monde passé, là. Bon. Il y a aussi Rebel Moon qui a sorti 2 films, si on peut dire, qui sont des actes ou des. Je ne me rappelle plus quel terme qu'il donne, là. Mais Rebel Moon représente 1/5 de l'aspect. Dans Rebel Moon, on a comme dans Dune, puis comme dans les chroniques du Riddick, je ne sais pas, il me semble qu'il en parle. C'est l'aspect, c'est un mot qui revient, c'est l'impérium. Puis on entend des histoires aussi j'ai vu ça sur YouTube de l'impérium de je sais pas trop quoi là. C'est des histoires macabres je vais plutôt dire des civilisations là. Mais ça reste que c'est bon, ça c'est intense un peu là. Mais donc, Rebel Moon, les chroniques du Riddick, avec l'aspect des nécroporteurs, Avatar. Avatar, c'est l'aspect aussi des conquérants qui arrivent puis qui s'implantent sur une planète puis qui volent les richesses, là. Mais dans tous ces aspects-là, euh, c'est tous des aspects qui sont ce qui s'est produit au niveau matière dans le système solaire. Puis on parle même pas de Star Wars, parce que Star Wars, ce qu'ils m'ont dit ou ce que j'ai ressenti, si on peut dire, c'est que c'est trop fin, c'est trop, il y a trop de diplomatie parce que dans ces anciens passés-là, si on peut dire, c'est pas ça. C'est beaucoup plus violent que ça. Puis on le voit différents aspects dans, dans ce qu'on voit comme mini-série ou télésérie ou comme film. Des aspects de la violence d'une communauté ou des communautés galactiques invasives, puis qui s'approprient le pouvoir et les richesses. T'sais. Donc, à l'eux quatre, ils forment l'ensemble pas mal de quelque chose qui ressemble à ce qui a été. Puis ce qui a laissé des traces au niveau physique. Puis il y a des traces au niveau astral hallucinantes et qui sont toujours des ombres que l'on traîne, mais qui sont particulières en tout cas. Il y a une autre chose que je viens de lire que dans mes notes, c'est que dans la science des mathématiques actuelles, quand on parlait de dualité onde-corpuscule, il y a un aspect qui n'est pas révélé. C'est qu'il y a des recherches qui sont faites, qui sont subventionnées par la société en général sur les mathématiques multidimensionnelles, mais que les résultats ne sont jamais dévoilés. Les seuls résultats qui sont autorisés à être émis, c'est de l'unidimensionnalité. Alors, il y a vraiment une recherche multidimensionnelle actuelle, mais cachée, qui sont secret défense ou son secret militaire, c'est vraiment gardé sous cloche d'une certaine façon. Et puis ça, c'est pour la société, c'est très perturbant dans la manière que le monde est
informer ou plutôt désinformer en ne sachant pas. Puis c'est un des aspects. En actualité, encore, je l'appelle cette partie-là, c'est le ventre de la mère. Ça me ramène à l'aspect fœtal, que à toutes les nuits, quand l'on se couche et on s'endort au ventre de la mère. C'est un peu comme si le lit serait le ventre de la mère. J'ai observé mon garçon né prématuré avoir un besoin euh, vraiment important à dormir dans le lit des parents, si on peut dire. Puis, mais en contrepartie, j'observe un peu sa dynamique. Puis pour moi, c'est comme une évidence à un manque, quelque part, d'un aspect de présence ou de préparation avant la naissance, qui est comme à compléter en dormant avec ses parents ou avec moi ou Isabelle en tout cas. Donc, ça m'a fait observer le lit d'une façon différente, comme étant vraiment un milieu sacré, individuel à la fois, personnel, à se retrouver, à se reconstruire ou à se construire. Quand on pense au fœtus, le fœtus se construit. Euh, Puis là, ben, c'est un peu comme si on retourne au concessionnaire. C'est sûr qu'on n'en rentre pas par la grande porte, là, mais c'est un peu le principe, là. C'est un peu comme si je vous dis un retour au concessionnaire à toutes les soirs, à toutes les fois qu'on s'endort. C'est comme si on revient à une reconstruction ou un travail qui est à faire. Il y a quelque chose qui est en mouvement au sein de la mère, dans le sommeil, dans cet aspect-là. Euh, donc, c'est vraiment un milieu qui se rapproche du ventre au niveau fœtal dans nos nuits. Euh, la dernière présentation de cette actualité-là, c'est le langage des oiseaux. Euh, Puis là, je vais vous dire un mot que je déteste, que je déteste au plus haut point parce que c'est d'un sarcasme, c'est un humour scabreux, mais dans le français, mais il y en a tellement de ça, là. Puis il y a aussi le mélange entre le français et l'anglais, il est symbolique dans l'anglais. Il y a ça aussi, ce langage-là des oiseaux qu'on appelle, et qui est vraiment une forme de révélation, de vérité, et en même temps de mensonge et de sarcasme. Ce mot que je déteste, c'est le mot vidange, qui est un mot moderne, mais c'est qui, qui a osé créer ce mot-là? Il faut avoir une volonté euh, tellement désagréable. C'est tellement risible, c'est tellement insultant. Euh, Fait que quand tu regardes le langage des oiseaux, puis tu prends des mots comme le mot vidange, euh, tu te rends compte de la moquerie, du jeu de comédie, du ridicule qui est fait. Puis même quand tu arrives dans le langage des oiseaux sur certaines affaires,
que c'est tellement n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple. Mon ami Carole me dit, puis là, il n'est pas capable de l'expliquer, mais il me dit, moi j'ai de la misère avec le mot vertu. Le vertu. Pas capable de me dire pourquoi, mais le vertu. Mais je sais que moi, dans une certaine dimension, le vertu. Mais ça n'a rien à voir avec les vertus. T'sais. Il y a des mots qui sont utilisés pour des affaires qui n'ont aucun sens, qui n'ont même pas rapport avec ce que l'on parle. Ce que l'on parle. Si on prend le mot vertu, puis on va directement dans l'aspect chimique, physique, chimique de notre corps et de l'éveil psychédélique, on est dans une compréhension que tout ce qui est à la fois émotionnel et chimique. Fait que quand on est dans une forme de sérénité, de béatitude, il y a quelque chose de chimique qui se fait dans notre corps. Il y a un signal chimique qui est là, qui a été créé, qui a été soufflé, qui nous met dans une espèce d'état d'apesanteur des fois aussi, qui nous fait comme nous sentir légers. Il y a une forme d'euphorie des fois, il y a plusieurs aspects. C'est la même chose avec les contre-vertus. Fait que tout ça, les vertus, les contre-vertus, est-ce que le mot vertu est bon? Pas certain. Au même titre que le mot vidange. Tu sais, à un moment donné, là, il faut dépasser la lettre, puis aller au-delà de la lettre, même au-delà du langage des oiseaux. Parce que c'est un humour scabreux. Puis c'est un peu ce que je déteste du français. C'est une langue qui a été créée dans une dualité, dans une déformation. Je vais vous parler d'une autre sorte de déformation que pour moi, c'est n'importe quoi encore. Là. Tu sais, c'est le mot somatique. Fait que là, la formation que j'ai suivie l'année passée, ben, j'ai appris que le mot somatique était lié avec la racine grecque du soma qui est considéré comme étant lié au corps, l'aspect physique du corps. Et dans la racine latine, pas latine, mais oui, le latin, c'est ça. C'est plus un aspect somatique, sommeil, lié à un dieu ou un être romain, somnilus ou somnolus, ou je sais pas trop quoi. Somninus, je pense que je l'ai là. Mais qui nous ramène à l'aspect sommeil. Donc, tu as sommeil, somnifère, tu as beaucoup de choses qui sont reliées au sommeil avec le mot somme. Puis si si je demande dans les mondes subtils à quoi se réfère le mot soma, on me ramène à saumure et tout ce qui est liquide ou fluide corporel. Tout ce qui est liquide, c'est comme considéré comme salé, la sueur, tous les liquides, le sperme, la glaire ou tous les liquides vaginales ou toutes les sécrétions corporelles sont compris dans le mot soma, qui, qui englobe l'ensemble des liquides corporels, le sang en faisant partie. C'est ce que les mondes subtils me disent. C'est l'information qu'ils me disent. Mais est-ce qu'il y a une mauvaise traduction au niveau grec? Je ne sais pas.
Euh, Pourquoi c'est utilisé le mot soma pour décrire le physique? Ça vient juste fucker ou mêler tout le monde. Puis pourquoi qu'il y a encore des mots qui n'ont pas été corrigés? Tu sais, c'est comme si dans le temps, on serait venu rajouter des mots. Tu sais, la science au niveau de la biologie aurait utilisé un mot, l'aurait mis à sa sauce en disant que c'est une racine grecque, mais qu'ils l'ont peut-être mal interprété, je ne sais pas. Mais ça vient tout saboter le reste du français, du mot même saumure, saumâtre, et ainsi de suite. Tu sais, qui vient tout fucker la patente, là. Ça fait que c'est, pour moi, la langue française a été créée et en même temps a été sabotée à différents moments dans le temps. Puis le langage des oiseaux fait partie de ça, d'une espèce de forme de création amusante, scabreuse, et en même temps se foutre un peu du monde. Fait qu'il faut en prendre, il faut en laisser. Ça m'arrive que par compréhension de certaines choses, que je demande à mon ami Carole, hey, dans le langage des oiseaux, ça dit quoi ces mots-là? Tu sais, juste pour être sûr. Là. Puis des fois, j'ai certaines pistes de recherche, puis des fois, ça va un peu nulle part aussi. Là. Fait qu'il y a, dans le langage des oiseaux, honnêtement, euh, faut surpasser ça. Faut aller au-delà de la lettre vraiment parce que c'est une emphase. C'est une emphase à la communication. C'est pas forcément des mensonges. Il y a de grandes vérités au travers de tout ça. Je vous dirais que pour moi, c'est comme le mot univers. Pour moi, c'est le rêve uni. Il faut inverser les lettres. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours considérées dans le langage des oiseaux. C'est de inverser le mot puis de le lire dans un miroir qui vient ajouter une autre dimension à l'écriture française. Qu'un mot dit dans un sens fait un autre mot dit dans l'autre sens. Alors, euh, je vous laisse vous amuser pour ceux que ça les amuse de, de faire de ce langage-là quelque chose de, de solide, alors que pour moi, c'est comme plus des sables mouvants un peu. Puis c'est apprendre avec un peu de recul. Avec, sans dire des pincettes, là, mais je veux dire, on en prend puis on en laisse. Ah, c'est ça. OK. Je vais me diriger vers la vidéo que ça fait longtemps qu'on me demande de faire. C'est l'occultation. Et c'est pas piquer des verres. Merci. Fait que je vous remercie pour avoir pris le temps de m'écouter, puis on se revoit dans une autre vidéo. Merci, bye bye.